Bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour cette émission un peu différente des autres. Il sera un peu à part puisque à l'occasion de la remise en vente d'un certain nombre d'exemplaires de 3 ouvrages auxquels vous avez participé, Francis, on a l'occasion de revenir en vérification historique euh, sur comment dirais-je, les logiques et les manifestations qui y sont exposées, mais en constatant évidemment l'unité qui les relie. Et non seulement entre eux, mais aussi avec aujourd'hui, avec demain et avec toute l'histoire du mouvement réel de l'histoire humaine. Et alors, juste avant de commencer, on voulait juste dire aux gens qu'on avait conscience que beaucoup de ceux qui avaient souhaité acquérir l'un de ces ouvrages ne l'ont pas pu pendant un bon moment. Et on en est désolé, mais à cause d'un certain nombre de barbouzeries judiciaro-éditoriales, c'était devenu impossible. Donc, on est désolé pour ceux qui n'ont pas pu en obtenir, mais on n'avait malheureusement pas la main là-dessus. Alors, peut-être qu'en introduction, ce serait intéressant de partir depuis la question même du titre qu'on a donné à l'émission. C'est vous qui l'aviez proposé, Francis, qui était lire. Je ne sais pas si ça vous botte de partir là-dessus, mais pourquoi lire et qu'est-ce que lire? Avant de partir sur ce qui relie les 3 ouvrages dans les 20 années là, qui se sont déroulées, ce serait peut-être intéressant. Alors, pour revenir juste quelques petites secondes sur votre préambule, les 3 ouvrages en question étaient édités au retour aux sources. Et il s'est avéré qu'il y a plus de 2 ans, le gérant du retour aux sources est malheureusement décédé. Le décès du gérant du retour aux sources a mis en marche un processus d'extinction de la maison d'édition. Et quand on se retrouve face à cette réalité-là, il y a ce que l'on appelle en droit du commerce une procédure collective dite de liquidation judiciaire. Et donc, la liquidation judiciaire d'une maison d'édition, c'est quelque chose de compliqué parce que même si les auteurs bénéficient de ce que l'on appelle un droit de préemption, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, toute une série de bagarres parce qu'il y a toute une série de vautours qui veulent récupérer les stocks. Et entre l'auteur qui veut récupérer les stocks et les vautours, il y a toute une série de bagarres, tribunal de commerce, mandataire, huissier, juge-commissaire. Donc, c'est une bagarre qui a duré plus de 2 ans, mais qui permet de récupérer des bouquins qui sont aujourd'hui en situation enfin d'être diffusés et qui sont enfin en situation d'être diffusés, non pas par un repreneur mercantile qui aurait rapté un stock dans une procédure bizarroïde, mais qui sont récupérés par un groupe qui est dans une compréhension historique qui est adéquate au contenu des bouquins. Donc, c'est Guerre de classe qui récupère les bouquins et qui permet effectivement de les remettre en diffusion. Moi, j'avais énormément de gens depuis des mois qui me disaient alors, quand est-ce qu'on va pouvoir les retrouver? Quand est-ce qu'on va pouvoir les retrouver? Ça y est, on les a retrouvés. Ils sont en vente sur le site. Alors, la trame logique, elle se positionne dialectiquement, elle se positionne adéquatement à la phénoménologie de l'esprit et adéquatement à l'idéologie allemande. C'est-à-dire que tout ça commence avec la critique de la société de l'indistinction, qui n'est plus disponible, qui va être rééditée, et la critique de la société de l'indistinction qui positionne comme vecteur clé de la compréhension historique du monde le fétichisme de la marchandise, se développe à partir de cet en soi premier dans une compréhension articulée de l'histoire mondiale, et ça définit l'être contre l'avoir. Donc l'être contre l'avoir définit la trajectoire universelle du mouvement de l'humanité. Et vous avez posé la question tout à l'heure, lire. Lire, c'est un beau verbe qui renvoie à l'eg, qui renvoie au logos, qui renvoie à la radicalité. Il y a 2 styles d'écriture dans l'histoire mondiale. Il y a l'écriture institutionnelle, administrative de l'aliénation telle qu'elle est née à partir de la révolution néolithique, et
comme l'homme est un être d'intelligence, de radicalité et de rupture, il s'est emparé au fil du temps de cette écriture d'aliénation pour la renverser et pour produire effectivement une écriture d'anti-aliénation. Lire, c'est le legein, c'est le legire, ça renvoie au logos, c'est-à-dire que dans l'acte de lire, il y a le vrai lire de la vérité profonde des histoires substantielles. C'est-à-dire qu'il y a le lire du faux et il y a le lire du vrai. Bien évidemment, nous appelons les auditeurs à être sur la trajectoire du leg, du logos, c'est-à-dire le vrai lire de la radicalité dans sa trajectoire universelle. Et cette trajectoire universelle, elle commence par l'être contre l'avoir. L'être contre l'avoir, à travers tout un travail phénoménologique sur l'étymologie, sur le Einai, sur le essai, sur la phusis, positionne des présocratiques au manuscrit de 44 la compréhension radicale et révolutionnaire de l'être générique. Toute l'histoire de l'humanité est un combat, c'est un polémos au sens d'Empédocle, entre l'être, le essai, le Einai, le tenir debout dans la qualité générique de l'être subversif. Et cette qualité générique de l'être subversif, il s'oppose d'une manière radicale, depuis la révolution néolithique, au règne de la quantité aliénatoire. Donc, L'être contre l'avoir est un livre qui raconte toute cette histoire universelle entre le tenir debout de l'être radical et le règne de la quantité aliénatoire. Mais ce bouquin ne sort pas de ma tête, il sort d'une transmission historique, il n'est que le condensé de ce qui, à travers la Première Internationale, à travers les groupes ouvriers maximalistes qui ont surgi pour l'abolition de l'État, pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de la marchandise, ont positionné cette dialectique d'interaction et d'implication réciproque. La philosophie s'abolit lorsque le prolétariat s'auto-abolit et le prolétariat s'abolit quand la philosophie s'auto-abolit. Au bout de Hegel et au bout de Marx, la philosophie s'abolit parce que le déchirement humain s'abolit. C'est le déchirement humain qui fait la philosophie et le prolétariat, qui est le substrat historique de ce déchirement, s'abolit aussi. Donc, je vais arrêter là, on parlera des deux autres après si vous voulez, mais le premier, l'être contre l'avoir, c'est donc cette trajectoire universelle entre l'être et l'avoir qui permet de comprendre ce que Hegel appelait la phylogénèse, c'est-à-dire toute l'histoire universelle, mais aussi l'ontogénèse, c'est-à-dire la figure singulière de chacune de nos existences, puisque chacune de nos existences, dans son scénario familial, qui découle d'un scénario social, qui découle d'un scénario historique, elle retrace ce cheminement universel, ce polémos entre l'être et l'avoir, entre le vrai désir, entre la servitude, l'émerveillement, l'obscurité, l'émancipation et l'aliénation. Pour rebondir sur la question du lire, il faudrait peut-être parler du lire comme méthode pour savoir et pour comprendre. Parce que vous avez souvent parlé de la nécessité de lire et de faire un effort de lecture à nos auditeurs. Mais alors on ne va pas parler de la lecture habituelle de plein de gens, de divertissement, mais même ceux qui veulent vraiment connaître et avancer, il y a souvent un problème sur la méthode de comment savoir. C'est pour ça, c'est pas des bouquins qu'on vend parmi d'autres. Comment dire ça? Pour savoir vraiment, je m'excuse, j'ai un gros coup de stress. Moi aussi, je me suis pris sur la plage un coup de soleil gigantesque et j'ai l'impression que vous aussi. Mais c'est bon, n'oubliez pas ce que dit le français, le soleil communard. Donc c'est bon, ça veut dire que sur la grande tempête qui arrive, c'est étonnant. Plus on a des trous, plus ça veut dire qu'on a des pleins. Là, j'ai un gros plein alors. Ah, vous êtes amoureux? Vous êtes amoureux? Hein? Moi, ça me fait ça tous les soirs quand je vois ma compagne. C'est que vous êtes amoureux. Non, c'est que je sais même plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. T'étais sur le lire, mais
S'il y a quelque chose à dire sur... C'est incroyable ça. C'est pas grave. Non, mais ce que Michel voulait dire, vraiment, je le comprends parce que même quand il ne parle pas, les ondes viennent à moi. Non, mais il faut que je reprenne. Mais je ne me rappelle plus. Je suis désolé. Non, mais c'est parti, c'est comme ça. Non, mais c'est pas grave. J'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture, entre guillemets, horizontale et il y a la lecture verticale. Mais d'ailleurs, dans le latin, comment dire, legere en latin, il y a deux significations. Il y a le recueillir et il y a lex, il y a la loi. Bien sûr, parce qu'il y a deux, il y a l'écriture de l'administration du pouvoir de la soumission. Il y a un leg qui a donné lex, c'est-à-dire la loi, tais-toi, soumets-toi. Et il y a un leg qui a donné le lego, le legire, le collecter, le recueillir, l'antilex, c'est-à-dire la subversion. Et donc, effectivement, il y a deux lectures. Quand Hegel et Marx nous appellent à la lecture, c'est une école de lecture radicale qui appelle à recueillir l'esprit de la subversion du monde, le logos. Et quel est l'endroit où réside la richesse historique? Ce n'est pas nos cerveaux individuels narcissiques. Ce n'est pas parce que Antoine, Francis et Michel vont faire une synthèse internarcissique et qu'ils vont partir à la recherche de l'histoire qu'ils vont la trouver. C'est précisément parce que nous allons briser le cheminement narcissique du nous nous projetons sur le monde pour comprendre le monde que nous allons accueillir la richesse. Et là, on est au cœur de ce que disent à la fois Hegel et Marx. Qu'est-ce que le vrai? C'est le mouvement réel, historique, anonyme et impersonnel qui se vérifie. Et quand aujourd'hui, à Guerre de classe, nous parlons de la première internationale et de la subversion nous ne parlons pas d'un catéchisme ou de recettes qui auraient été créées par des théoriciens intelligents. Nous parlons de l'automouvement d'intelligence radicale du monde qui se positionne dans une histoire substantielle, qui crée le logos, et nous le recueillons. Donc quand nous disons aux gens « il faut lire », nous leur disons « il faut lire la verticalité », il faut lire l'essentiel, il faut lire Hegel, il faut lire Marx, il faut lire Rosa Luxembourg, parce que ce sont des lieux centraux qui ne partent pas de la tête des auteurs, mais qui parlent de la richesse mondiale qui vient dans la tête des auteurs dans le cadre d'un mouvement collectif. Et je termine là, toute vraie lecture est collective. C'est-à-dire que c'est parce qu'à nous trois, nous allons lire un texte substantiel de radicalité difficile sur Hegel ou sur Marx, que dans nos interactions anti-narcissiques, nous allons produire une compréhension supérieure qui va tous nous émanciper de l'atome narcissique, du spectacle de la marchandise affective. Et ce que je voulais parler tout à l'heure, ça m'est revenu, c'est la question de l'éclectisme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont motivés, et en général, on part tous de ça, et on se met à papillonner. Donc, on va lire un bouquin de Platon, un bouquin de Cousin, un roman, etc. Et on emmagasine un stock de connaissances chaotiques, mais qui ne nous permet pas d'avancer vraiment. Et ça, c'est important de lire méthodiquement, c'est-à-dire d'abord comprendre l'arc historique complet. Alors ça, c'est justement parmi les trois, c'est l'être contre l'avoir, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et tout ce qu'on lira par la suite, qui peut être intéressant même dans les détails, même, pourquoi pas, vous avez parlé de Balzac dans une émission récente, tout est intéressant à partir du moment où on a ce regard généralisant et abstrait qui permet de comprendre le concret qu'on va lire. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et vous voyez, ce que vous dites est important. Excusez-moi, Antoine, allez-y. Je disais, ça faisait un très bon lien avec le véridique rapport. Parce que quand tu parles de la particularité et de la généralité, alors il y a normalement une phrase qui passera en introduction ou en fin d'émission, je sais plus, sur le cercle singulier et les cercles qui les englobent, qui est donc une citation d'Hegel. Et dans le véridique rapport, c'est quelque chose que je crois que c'est vous le mettez en avant-propos du texte lui-même, qui est de dire que même si le texte, le rapport en lui-même de Terror est quelque chose qui provient d'une matérialité aliénée, c'est un rapport d'une organisation et de service du spectacle. Même si c'est un texte comme ça, si on arrive à le resituer et à le placer justement dans le cercle général, il produit quelque chose de renversant.
Et c'est ça qui est souvent difficile à comprendre pour beaucoup de gens. On reçoit beaucoup de questions là-dessus. C'est le fait que, comment dirais-je, la contre-révolution, l'aliénation, quand elle arrive au bout d'elle-même, elle donne justement la contre-aliénation. Et donc le véridique rapport, alors on peut passer là-dessus, mais il a été, je crois que c'est 2003, c'est ça qu'il a été publié. Et vous en aviez fait donc un avant-propos et une conclusion pour bien le placer dans son contexte. Et 2003, c'est le commencement de la guerre en Irak, et c'est donc la mise en marche d'un terrorisme spectaculaire qui va au-delà de ce qu'on avait connu avant. C'est un terrorisme spectaculaire qui devient le principal mode de gestion de tout l'empire politique et économique qu'on connaît autour de nous. C'est-à-dire que avant, il y avait un terrorisme spectaculaire on en a connu des formes archaïques comme ça, comment dirais-je, qui étaient encore mixtes, qui produisaient encore des temps de terrorisme et des temps de calme, si je puis dire. Si on prend je sais pas, la période des années 60, vous me corrigerez, Francis, mais... Non, mais vous avez raison, le terrorisme par exemple, des années de plomb, voilà, est un terrorisme qui, à un moment donné, dans des situations données, surgit. Mais ça n'est pas encore la permanence crisique du capital terminal. Or, aujourd'hui, on y reviendra, que ce soit le terrorisme sanglant ou le terrorisme sanitaire, dans la crise terminale du capital, le terrorisme, qu'il soit sanitaire ou militaire, est devenu la nécessité omniprésente de la falsification marchande. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu dans les années 70 ou 80, qui n'étaient que des laboratoires sur certaines scènes de la vie aliénatoire, ont permis aujourd'hui que la totalité de la vie aliénatoire devienne un terrorisme permanent. Pardon, vas-y, Michel. Je relisais rapidement, vous avez fait un avant-propos pour la dernière réédition de ce bouquin, donc, qui date de 2003, je crois que vous l'avez réédité en 2018, donc il s'était passé du temps. Et en le lisant, alors simplement l'avant-propos, je me disais que c'était un bouquin sur le coronavirus, en fait. Alors, à aucun moment, il y a marqué virus, mais vous avez compris dès 2003 la séquence qui était centralement, d'ailleurs c'est le nom fictif de l'auteur, c'est Terror. C'est-à-dire que le cœur du système à partir de ce seuil de crisique, ce n'est plus que ça. Donc le 11 septembre, tous les attentats qui ont suivi, et finalement le coronavirus. Mais quelqu'un qui voudrait comprendre le coronavirus, il vaut mieux lire ce bouquin-là qu'un bouquin de Raoult, parce que si on a le coronavirus en tête, tout devient beaucoup plus clair. Et alors, ça me faisait penser aussi, en le lisant, je ne sais pas si on l'a déjà fait, pour revenir sur le concept d'immanence. Parce que je sais que pour plein de gens, c'est flou. Vous savez, en contradiction avec ce fameux mot qui revient tout le temps, je crois que ça remonte à l'assassinat de Kennedy sur le complotisme. L'immanence comme quelque chose. J'avais un exemple en tête, c'était l'exemple de Zemmour et de ce qu'on lui, parce qu'il est très à la mode, et de ce qu'on lui fait dire par rapport à ce qu'il dit lui-même sur la guerre civile. Celui qui croit que ça vient des gens accuse Zemmour de provoquer à la guerre civile. Alors que c'est l'inverse. C'est la nécessité pour la capitale de promouvoir une guerre civile qui fait que de façon immanente, quelqu'un la promeut bien et qu'on le met en avant pour ça. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus parce que c'est vraiment essentiel, parce que c'est pareil avec le coronavirus, il y a un problème sur ce concept d'immanence. Pour plein de gens, c'est presque une parade pour botter en touche. Vous voyez, c'est immanent. Alors, Antoine et vous avez dit beaucoup de choses. Donc, il faut que je reprenne le premier truc. Alors, il y a l'immanence, mais il y a ce que disait Antoine sur la production théorique. Quand Marx va au British Museum,
quand Marx va au British Museum, il est aux antipodes de Proudhon, de Considérant, de Simon, de Cabet, qui sont sur leur bureau avec des bouquins pour en faire la synthèse. Il va au British Museum, non pas pour faire une synthèse systémique et produire un système subjectif doctrinaire, il va au British Museum pour éplucher la totalité du mouvement réel dont il est l'émanation la plus radicale, en ce sens qu'il est au cœur des luttes de classe et qu'il va au British Museum pour lire les écritures d'aliénation et à partir de là, en fonction du mouvement réel, produire les écritures d'anti-aliénation. Mais quand il positionne le manifeste communiste, quand il positionne l'idéologie allemande, il est à des années-lumière du bouquin de Proudhon, La guerre ou la paix, les contradictions économiques, tout ce que vous voulez. Il part de lui pour aller à la source sur le mouvement réel et il formalise la traduction du mouvement réel en ce sens que l'émancipation du prolétariat, c'est l'automouvement du prolétariat, alors que tous les autres créent des systèmes doctrinaires pour dire au prolétariat, voilà, je t'apporte un système qui va t'émanciper et tu dois faire ça. Alors que Marx, c'est l'inverse. Et le bakouninisme derrière sa fausse critique de Marx est le système le plus policier qui soit, puisqu'on sait très bien que dans toutes les sectes anarchistes de l'époque, on a le même module que ce qu'on retrouvera en Espagne avec la CNT et la faille, c'est-à-dire qu'on a un appareil clandestin qui, avec ses chefferies, avec ses hiérarchies, organise l'organisation de masse. Donc, l'anarchisme, le bolchevisme, la social-démocratie, le proudhonisme, le néo-proudhonisme, le blanquisme, le considérantisme, le saint-simonisme, tous les systèmes sont des systèmes doctrinaires qui veulent réformer la société, qui veulent réagencer les contradictions. Pour aller au bout de ces contradictions et comprendre qu'elles vont elles-mêmes voler en éclats, il faut être justement en écoute dialectique, en écoute historique, en écoute du logos, c'est le lire. Le lire est d'abord une écoute. Je vais écrire la radicalité parce que je l'ai bien écouté, et je l'ai bien écouté parce que la vraie radicalité, c'est le mouvement réel contre tous les partis, contre tous les syndicats, contre toutes les hiérarchies et contre tous les commandements. Donc ça, il faut bien comprendre ce que fait Marx au British Museum. Il met en forme un mouvement réel qui est l'automouvement d'émancipation du prolétariat, il ne construit pas un système. Donc ça, c'est décisif. Et ce que le lecteur va retrouver dans ces 3 livres, c'est précisément la transmission de ce que Marx, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Malatesta, Bilan, Pouvoir ouvrier, La vieille taupe, Guerre de classe nous ont transmis. C'est-à-dire que le mouvement de l'auto-émancipation du prolétariat, c'est le mouvement de l'automouvement théorique et pratique du prolétariat lui-même qui construit son Legain, qui construit son logos, qui construit son écoute et qui produit le lire de la radicalité immanente. Donc l'immanence, c'est ça, l'immanence, c'est ça. Et ça renvoie au logos, et ça renvoie à la radicalité de l'incarnation. Contre le monothéisme juif, contre le monothéisme coranique, qui n'est qu'une duplication simplifiée du monothéisme judaïque, la radicalité christique incendiaire contre tous les temples de la marchandise, c'est l'incarnation, c'est une immanence. Le divin n'est pas ailleurs, le divin est là. La vérité n'est pas ailleurs, elle est là. Le mouvement n'est pas ailleurs, il est là. La vérité de l'émancipation n'est pas ailleurs, elle est là. Tout est automouvement de l'immanence. Et donc, du Christ au manifeste communiste, à toute la radicalité subversive de l'antimarchandise, nous sommes dans l'immanence. C'est-à-dire que qu'est-ce que la réalité de l'émancipation? C'est l'automouvement immanent à lui-même de ces humains qui se prennent en charge pour réaliser l'être générique de leur émancipation contre tous les partis et contre tous les syndicats. L'immanence est révolutionnaire, le monothéisme de la marchandise et toutes ces sectes religieuses, politiques et syndicales est contre-révolutionnaire. Alors, ce que vous disiez sur le complot, c'est justement très très important. Nous sommes complotistes au sens où la marchandise est un complot universel contre l'être humain. Et la marchandise, depuis qu'elle existe, n'a pas cessé de comploter contre l'humanité
et elle produit justement un système de complot permanent qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Mais le complot n'est pas un bricolage institutionnel et policier construit par quelques officines bizarroïdes de services techniques. Le complot, c'est l'immanence aliénatoire, et on retrouve l'être contre l'avoir. Le complot, c'est que l'avoir ne cesse pas de s'agencer dans toutes ses médiations, ses conductions et ses reproductions pour que l'être ne ressurgisse point. Et c'est là l'immanence. C'est-à-dire que depuis que la révolution néolithique a vu l'avoir asservir l'être, qu'on est passé de cette révolution néolithique à Wall Street avec l'impérialisme de la marchandise en 1914, l'avoir est devenu la paranoïa totalitaire du monde. Et cette paranoïa écrase l'être. Et elle complote en permanence à travers la fétichisation marchande contre l'être. Mais ce n'est pas un bricolage de service, ce n'est pas un phénomène de construction mécano. C'est précisément l'immanence de la valeur d'échange, de la relation sociale, la dialectique des forces productives, les rapports de production et l'aliénation. Et donc, la chose importante, alors, on parlera des commentaires après, mais l'importance du véridique rapport, c'est qu'effectivement, les tours détruites par le spectacle de la marchandise lui-même pour nous faire rentrer dans le chaos totalitaire du terrorisme sans fin, c'est d'abord et avant tout le signe qu'à ce moment-là, le capital commence à ne plus pouvoir se reproduire. La gestion politique classique de l'économie aliénatoire qu'on a connue dans les années 50, dans les années 60, au terme de la reconstruction, c'est quelque chose qui n'a pas besoin du terrorisme. Le terrorisme devient un mode d'expansion obligatoire du capital quand, après 68, grève sauvage universelle, après 71, chaos monétaire généralisé, le capital est obligé non plus de gérer directement l'oppression, mais il est obligé de la gérer à travers un écran de fumée et une gigantesque mystification étatique qui est celle de l'effroi. Dans terror, il y a effroi. Le capital comprend à un moment donné que le désir aliéné dans la jouissance consommatrice, orgasmique, aliénatoire ne va plus pouvoir fonctionner. Donc, il organise un mode supérieur de gestion aliénatoire, la terreur et l'effroi. On a eu pendant plusieurs décennies la terreur militaire des attentats infinis. On a toujours les attentats, mais on a maintenant en plus le terrorisme sanitaire parce qu'on est entré dans une phase décisive qui est celle de la crise terminale. Et cette crise terminale qui est entrevue par l'être contre l'avoir, qui est positionnée dans le véridique rapport, elle est décrite dans les commentaires parce que les commentaires font quelque part une plongée dans l'histoire de toutes les crises sociales, de toutes les crises historiques. Dans les commentaires, il y a le Christ, il y a Jeanne d'Arc, il y a la Fronde, il y a la Commune, il y a les luttes paysannes, il y a les luttes ouvrières, il y a tous les attentats terroristes depuis la grève sauvage avec les années de plomb en Italie, il y a toutes les années Hollande avec la montée progressive de tous les attentats Daesh-CIA, puisque Daesh c'est la CIA et que la CIA c'est Daesh. Et donc, on en arrive progressivement, à la fin des commentaires, à la prévision de ce qui sera le chaos sanitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le capital ne peut plus fonctionner. Alors, il faut bien insister auprès des gens. Les gens disent, mais le capital… J'avais un correspondant la semaine dernière qui me disait, mais le capital ne peut plus fonctionner, mais il y a toujours des bateaux qui viennent de Chine, qui ravitaillent les entreprises, etc. Oui, le capital continue à fonctionner dans l'empirie surfacière du phénomène. Les marchandises continuent à se vendre, mais ce n'est pas ça le capital. Le capital, c'est la valorisation de la marchandise. Donc, le capital redémarre à faire circuler des marchandises, mais l'objet du capital, ce n'est pas de faire circuler des marchandises. L'objet du capital, c'est de valoriser la circulation des marchandises. Or, le capital ne peut pas redémarrer la valorisation de la circulation des marchandises. Et c'est bien le problème qui est posé. Et ça sera le prochain bouquin que je sortirai, qui sera sur le cycle 1968-2018. C'est-à-dire que la crise de 1968 nous amène à la crise des taux d'intérêt négatifs de 2018 et nous sommes maintenant rentrés dans la crise terminale du capital. Et il faut bien que les gens comprennent que la crise… Alors, on fera une émission
sur le marché mondial et la crise terminale du capital n'est pas une seconde, ça n'est pas un instant, c'est une époque. Il faut bien comprendre que dire que le capital est rentré en crise terminale, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, l'horlogerie dans 3 secondes 22 va tomber. Il est entré dans une période où la circulation des marchandises va redémarrer, mais où la valorisation de la circulation des marchandises ne pourra pas s'opérer. Donc, il y a tout un travail à faire à partir des 4 livres du Capital et à partir des Grundrisse pour comprendre précisément ce qu'est la crise terminale. Ah, on t'entend pas, Michel. Votre micro était coupé. C'est bon, décidément. Ah mais non, mais c'est normal, quand on est amoureux, plus rien ne fonctionne. Ça s'allume, ça s'éteint, on ne sait plus où sont les objets. Il a trouvé une belle Corse. Donc, je revenais sur les commentaires. Alors, c'est 2012, hein, je crois, les commentaires. Vous revenez sur tout un tas de séquences historiques, alors récentes, plus ou moins lointaines. Si vous voulez, on parlera peut-être de Jeanne d'Arc. Et puis, il y en avait une qui était intéressante aussi, sur Benoît XVI, qui est intéressante en regard de… On voit à quel point il a débarqué comme une anomalie, ce pape-là. Et on voit en François, quand on le regarde, mais à l'envers. Et il y a un chapitre intéressant, je ne sais pas si vous voulez un peu en parler, sur Benoît XVI et sur la nécessité pour le capital de s'en débarrasser, justement, parce qu'il est parti dans des circonstances particulières. Ah ben il y avait déjà eu l'affaire Jean-Paul Ier, qui lui avait été débarqué très très rapidement. Derrière, alors, faut bien comprendre que le mode de production capitaliste est un mode de production de matérialité objective, mais comme tous les modes de production, c'est aussi un mode de production d'allégorie, de métaphore et de liturgie. Il y a une liturgie de la marchandise. Et de la même manière que Marx avait très bien… Alors, les gens vous parlent de Monseigneur de Lassus. Alors, Monseigneur de Lassus, c'est très intéressant. Monseigneur de Lassus explique très bien la modernisation de l'Église. Mais il est parti d'un tout petit territoire et il a vu que tout s'effondrait. Mais si vous lisez la question juive de Marx, Marx prévoit tout ce que voit Monseigneur de Lassus. C'est-à-dire que Marx a très très bien compris que le développement de la domination réalisée de la marchandise présuppose un catholicisme totalement judéo-protestantisé. Et il le dit lui-même dans la question juive, il dit, au fur et à mesure que le capital va avancer, le protestantisme et le judaïsme vont revenir structurer l'Église pour effectivement faire ce que Luther et Calvin ont positionné plusieurs siècles à l'avance. Donc, Vatican II, c'est le moment où la domination réelle de la marchandise se réalise. On est dans les années 60, mais la domination réelle de la marchandise, elle se réalise dans le procès de travail, elle se réalise dans la vie du couple, elle se réalise dans les modes de moralisation, elle se réalise dans l'immigration, et elle se réalise dans le fait que toutes les structures qui auparavant étaient d'une manière ou d'une autre un plot de résistance à l'accumulation spectaculaire de la valorisation capitaliste doivent être digérées. Donc, l'Église est digérée par la marchandise. Et à un moment donné, il y a un conflit au sein de l'Église, parce qu'il y a toujours des conflits dans toutes les structures. À un moment donné, il y a un conflit entre ceux qui valorisent la valorisation capitaliste de Vatican II, et puis il y a ceux qui résistent. Et il y a ceux qui résistent pas simplement sur les problèmes liturgiques, mais sur toutes les problématiques de mafia. La mafia, le gladio, l'OTAN, les services secrets américains, les services secrets israéliens. Le Vatican est une plateforme de magouille pour tous les services du monde dans la restructuration de la géopolitique mondiale. Et à un moment donné… C'est une banque même, le Vatican. C'est une banque. Et c'est une banque dont les banquiers parfois sont assassinés. Donc c'est quelque chose de très spécifique.
le Gladio, la mafia, le pape, puis bon, Benoît XVI, à un moment donné, c'est ce qu'on explique dans le livre Commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, Benoît XVI, à un moment donné, est un obstacle à la refonte bancaire, à la refonte liturgique, à la refonte idéologique, et on lui fait comprendre que si effectivement il ne va pas dans la maison de retraite, on va peut-être lui offrir une retraite qui sera d'un goût plus violent. Donc il faut bien comprendre que derrière cette histoire Benoît XVI, François, il y a autre chose qu'une simple dynastie papale qui s'éteint et une autre qui arrive, etc. C'est la crise du capital, c'est l'accumulation de la fétichisation marchande et c'est un enjeu géopolitique pour la dictature de la marchandise mondialiste. Donc, que les gens comprennent bien que toutes ces séquences, c'est pareil pour l'Ukraine, toute la problématique ukrainienne par rapport au retour de Rapallo, par rapport à la nécessité impérieuse pour l'ordre américain et à l'OTAN d'empêcher une Eurasie indépendante. C'est tout ce qui s'est vécu au moment des années 30, quand la République de Weimar et le capitalisme d'État bolchevique essayaient de créer des zones autonomes. Donc, faut comprendre, et là, on est au cœur de la critique de la société de l'indistinction, qui est rentrée dans l'être contre l'avoir, qui est rentrée dans le véridique rapport, qui est rentrée dans les commentaires, et on est au cœur de la science de la logique. Il y a le visible et il y a l'invisible. Le visible est déterminé par l'invisible. Il y a une réalité de phénomènes, mais qui n'ont pas en eux-mêmes leur signification. Il faut faire un travail phénoménologique sur la longue durée historique, sur le capital, sur la crise du capital, sur les enjeux géopolitiques, sur ce qui résulte de la crise des années 71-73. Il faut comprendre pourquoi il y a le terrorisme, il faut comprendre pourquoi il y a la crise sanitaire, et il faut comprendre pourquoi tous ces moments-là ne sont que des appendices du grand mensonge universel. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Antoine, il existe un mensonge universel qui n'est pas construit, qui est immanent à la dialectique de l'histoire mondiale, ça s'appelle le fétichisme de la marchandise. Et vous nous en aviez parlé, Michel, à plusieurs reprises quand on parlait du coronavirus. Si on comprend la section 1 du Capital, on n'a pas besoin d'aller éplucher tous les bouquins de Raoult, de Perron, de tout ce que vous voulez, pour savoir que dès le début, le pif critique dialectique de la première internationale, dès que je vois apparaître ça, je sais, au regard du fétichisme de la marchandise, que tout est faux. Tout est faux. La Seconde Guerre mondiale, tout est faux. La Première Guerre mondiale, tout est faux. Le coronavirus, tout est faux. Et tout est faux surtout, puisque le fétichisme de la marchandise, c'est précisément le fait que tout dans l'indistinction et le renversement fait que le vrai est faux, le faux est vrai. Donc Marx a cette compréhension méthodologique géniale. Toute vérité officielle est mensonge du spectacle de la marchandise. Une fois qu'on a compris ça, on est vacciné. Et là, on est vraiment bien vacciné. Et même d'un point de vue historique, hein, ça ne s'applique pas qu'à ce qui survient dans l'actualité récente. Si dans le bouquin, vous prenez le cas de Jeanne d'Arc, on en a fait exactement tout ce qu'on en voulait. Alors, pour la droite, c'était une patriotarde sainte. Pour la gauche, c'est même devenu une espèce de sainte laïque, etc. Tout ça s'est fait au XIXe siècle. Et vous revenez vraiment sur d'où elle émerge. On est dans l'est de la France avec une domination largement anglaise via la Bourgogne, etc. On est dans le pays de Barse. Ouais. Et on ne peut pas comprendre Jeanne d'Arc si on ne comprend pas que la révolution capitaliste anglaise se heurte à une paysannerie française dans une temporalité différente. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, alors Jeanne d'Arc, c'est beaucoup de choses. D'abord, c'est la femme européenne. Jeanne d'Arc, c'est la puissance de la femme européenne. Dans un espace historique juif, c'est pas possible. Dans un espace historique coranique, c'est pas possible. Dans un espace historique africain, c'est pas possible. Dans un espace historique asiatique, c'est pas possible. Jeanne d'Arc nous renvoie à ce que dit Marx dans les manuscrits de 44 et dans ce que nous dit Hegel dans l'esthétique. Quel est le regard que l'homme porte sur la femme? Et Jeanne d'Arc, c'est quelque part un lieu
entre Rosa Luxembourg, Louise Michel, Hildegard von Bingen et Sainte-Geneviève. Toute l'histoire du continent européen et toute l'histoire du continent français, puisque la France est un continent dans le continent européen, puisque Marx disait même que c'était à l'avant-garde historique de toutes les luttes de la radicalité. Donc, cette figure féminine qui n'est possible que là, où il y a Jeanne Hachette aussi. C'est-à-dire que la femme d'Europe, dans ce combat radical des paysanneries européennes qui prépare le combat radical des espaces ouvriers européens, la femme, ce n'est pas un bidule qui est mis de côté, qui est enfermé dans des torchons et qui est simplement assujetti à la reproduction des ovaires groupaux. La femme, c'est une transcendance, c'est une volupté, c'est une révolution, c'est une incandescence. Donc Jeanne d'Arc, c'est ça, mais c'est ça dans le cadre d'une lutte de classe radicale entre la paysannerie française qui refuse la mainmise de l'ordre anglais. Et l'ordre anglais, tout au long de la période de la guerre de Cent Ans, qui va se terminer à la bataille de Castillon, l'ordre anglais, c'est à l'époque, c'est du pré-Henri VIII, c'est du pré-Élisabeth et c'est du pré-Cromwell. Il y a déjà l'ordre de la révolution bourgeoise qui est en travail dans la guerre de Cent Ans. Dans la guerre de Cent Ans, avec Jeanne d'Arc au milieu, c'est pas un camp anglais contre un camp français. C'est deux camps historiques. Et il y a un camp qui prépare déjà la révolution bourgeoise pré-capitaliste. Donc Jeanne d'Arc, elle est déjà quelque part dans son mouvement quelque chose d'une radicalité incroyable. Et alors, il y a un passage que peu de gens connaissent, qui est la donation avec le dauphin. Elle exige que le dauphin lui fasse don du royaume de France. Et le dauphin va lui faire don du royaume de France. Et elle lui redonne le royaume. Il donne le royaume de France à Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc lui rend, mais elle lui dit « Au nom du Christ radical ». Ça veut dire que la royauté française à ce moment-là, alors c'est les méandres idéologiques, c'est les allégories aliénatoires, on n'est pas au temps du manifeste communiste et de la radicalité de Rosa Luxembourg. Mais il y a déjà quelque chose qui est aux antipodes de cette révolution précapitaliste qui travaille en Angleterre. Elle dit « Le royaume de France est d'abord royaume du divin ». Et elle le rend au dauphin en lui disant « Mais tu obéis au divin ». Et d'ailleurs, à la fin, l'expérience de Jeanne, et c'est là-dessus qu'il faut insister, elle est larguée, le roi était sacré, il a donc son apanage territorial, la recomposition géopolitique se fait, mais elle va trop loin, elle emmerde tout le monde, elle veut continuer sur une base de radicalité supérieure. Donc tout le monde veut s'en débarrasser. Et quand elle est récupérée par les Bourguignons, qui vont effectivement la vendre aux Anglais, le royaume de France, à travers 1000 excuses, ne va rien faire. Et elle va être brûlée à Rouen, parce que toutes les chefferies, toutes les notabilités l'abandonnent. Elle est brûlée comme sainte dans la lumière du Christ, mais elle est brûlée comme prolétaire de la paysannerie radicale. Mais j'engage les gens, alors indépendamment de ça, à lire les minutes du procès. C'est quelque chose d'incroyable. Lisez le procès de Jeanne d'Arc, les réponses du tac au tac, la lumière, le percutant. C'est une gamine. C'est une gamine. Si les gamines d'aujourd'hui parlaient comme Jeanne d'Arc à l'époque, le contenu culturel de l'histoire contemporaine aurait un autre visage. Alors, ce qui est intéressant, justement, parce que quand on énumère comme ça un certain nombre de faits, on se rend compte, c'est ce que vous faites dans les commentaires, on se rend compte que vous mettez côte à côte, simultanément, à chaque fois, des surgissements
comment dirais-je, de l'économie politique, mais de la servitude, et à côté, à chaque fois, des soulèvements d'insoumission. Et vous dites dans les commentaires, je crois que vous dites ça comme ça, il y a 100 définitions possibles de l'économie politique de la servitude, et donc il existe corrélairement 100 descriptions envisageables des soulèvements d'insoumission. Et vous décidez de parler du fil de l'histoire comme ça dans les commentaires, parce que justement, comment dirais-je, une logique, une appréhension et une compréhension, elle est certaine que parce que justement il y a un fil logique qui relie justement les surgissements contre-révolutionnaires et les surgissements révolutionnaires. Et donc à un moment donné, je crois que vous le dites comme ça, vous dites c'est l'homme asservi qui affiche constamment la preuve de son intimité avec la domination, alors même qu'il fait pourtant sans arrêt renaître des dynamiques de contestation, de la falsification et de l'aliénation. Et donc il y a ce jeu dialectique-là qui est super important qui est bien présenté dans les commentaires, parce que à chaque fois on voit bien que c'est pas comment dirais-je, des autonomies comme ça qui se baladent, des événements qui se baladent comme ça dans l'océan de l'histoire. Non, et on n'en sortira jamais, si vous voulez. Ce qui est décisif, et c'est ce que Hegel et Marx nous ont légué en tant qu'ils ont su précisément recueillir le legs de l'accueil, le legs de la lecture. C'est le cueillir. Le cueillir, c'est le recueillir. Chez les Tchèques chez les Tchèques et chez les Slavons, c'est même le choisir la bonne plante médicinale, le bon remède. C'est toute la sémantique indo-européenne est dans ce legs. C'est décisif, le legs. Et ce legs, il est d'une radicalité incroyable, parce que depuis la révolution néolithique, ça n'a pas cessé de bouger. C'est-à-dire que du néolithique jusqu'aux gilets jaunes, en passant par les Vendéens insurgés et les sans-culottes parisiens insurgés, en passant par les croquants, en passant par les luttes des paysans, dans toute cette partie de l'histoire médiévale, jusqu'en 1838, jusqu'en 1832, jusqu'en 1848, jusqu'en 1871, 1968, la révolution allemande 1919, la révolution espagnole 1939, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que le capital a fantasmé qu'il avait digéré la radicalité. Les groupes non déterministes, qui n'étaient que l'économie politique à l'envers, ont eux-mêmes accrédité la digestion, ce qui fait que tout s'est décomposé. Et dans les années 2000-2010, il y avait une union sacrée de la digestion. Il y avait une union sacrée de la terminaison de l'histoire. Les derniers rogatons gauchistes subjectivistes étaient partis dans la forêt en disant « le capital a gagné », et les économistes de Harvard nous disaient « le capital a gagné ». Il y avait une union sacrée de tous les imposteurs, la fausse critique et la vraie anticritique. Et puis, la crise, le terrorisme, la crise sanitaire, les gilets jaunes au milieu, les taux d'intérêt négatifs, ben oui, ça revient, et ça revient toujours. C'est un aveu. Le capital avoue tout le temps qu'il ne peut pas gagner. Il y a un match prodigieux et gigantesque depuis la révolution néolithique entre l'humanité et la valeur d'échange, entre la vie générique, l'être, et la vie aliénée, l'avoir. Et en 2021, c'est toujours pas fini. La valeur d'échange n'a toujours pas gagné. Et alors même qu'elle a construit des mégapoles infernales qui spectaculairement donnaient l'illusion qu'elle avait gagné, elle est en train de s'effondrer. C'est au moment où ce gigantisme de la fausse réussite s'est mis en spectacle qu'il a avoué et qu'il dégringole. Et nous sommes entrés dans une période historique gigantesque, prodigieuse, parce que la question enfin est posée. Alors, on le fera dans le marché mondial et sur différentes émissions, parce que bon, si Marx a mis des milliers et des milliers de pages à envisager le marché mondial pour nous expliquer comment la valeur d'échange allait s'effondrer, c'est que c'est pas simple
et que ça ne peut pas être résolu en une discussion même fraternelle au café du comptoir, des camaraderies bien alimentées, il nous faudra des heures et des heures. Mais on va travailler ça, on va faire comprendre aux gens pour les amener sur ces bouquins, pour faire un retour à Marx, un retour à Luxembourg, un retour à Hegel. Il faut bien que les gens comprennent que, commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, nous sommes dans les temps derniers. L'Apocalypse de Jean vient faire écho aux théories sur la plus-value de Karl Marx, et tout ça, en synthèse, vient faire écho à l'accumulation du capital de Rosa Luxembourg. Nous sommes au bord de l'apocalypse des temps derniers, parce que pour la première fois dans l'histoire de son histoire, la valeur d'échange ne peut plus valoriser le monde échangiste de sa nécessité. Et la nécessité échangiste est ce qui fait que la valeur continue à pouvoir être la valeur. Elle ne va plus pouvoir continuer à être la valeur. Donc, que les gens qui nous écoutent se disent « Mais qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Oui, nous vivons une époque prodigieuse. Pour la première fois dans l'histoire du monde de la valeur d'échange, de la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, la valeur d'échange tremble. Et la crise du coronavirus, qui n'est que la synthèse du chaos terroriste qui s'est mis en marche depuis les années 2000-2010, est en train de nous dire que le capital ne peut plus fonctionner que par la terreur et l'effroi. Dans passe sanitaire, ce qui est important, c'est pas sanitaire, c'est passe, c'est passage, c'est dictate sur tous les passages. Le capital est en train de mettre en marche le contrôle orwellien, vu à Barcelone en 1937, synthétisé théoriquement dans 1948, parce que précisément, il ne peut plus se valoriser. L'idée démoniaque, vide, qui voudrait que le capital veut nous contrôler pour nous contrôler est absurde. Le capital est un satanisme empli de sa nécessité. Le satanisme de la marchandise veut nous contrôler pour reproduire la marchandise. Il n'y a pas de diabolisme vide, il n'y a pas de mondialisme vide, il n'y a pas de messianisme vide. Tout ça, c'est le satanisme de la marchandise. C'est le pouvoir thanatique de la valeur d'échange. Et si j'oublie le de la valeur d'échange, je ne comprends rien. Je ne suis pas dans une folie noirâtre, obscurantiste. Non, je suis dans la logique sataniste de la marchandise totalitaire. C'est le fétichisme de la marchandise, c'est la valeur d'échange, et elle est en train d'avouer qu'elle n'arrive plus à marcher.